bienvenue dans cette émission spéciale de CJT en français en direct sur les deux sessions 2018 sur Facebook et Weibo. Je suis Tiare. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec deux invités. Monsieur Wu Zexian, ancien ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Wu. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Et aussi Monsieur Yves Mouillet, mon cher collègue et présentateur de CJT en français. Bonjour Yves. Bonjour, enchanté, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous deux. Alors aujourd'hui, on parle de la réforme. La réforme, en fait, la réforme, c'est un mot très important pour la Chine durant ces 4 décennies. Sans réforme, sans développement de la Chine, en fait. On dit que cette réforme ne signifie pas seulement une réforme de l'économie, mais aussi la réforme dans les différents domaines, dans les différents systèmes sociaux, en fait. Donc, durant les 2 sessions de cette année, on a déjà vu beaucoup de propositions et beaucoup de projets sur la réforme, dont un projet très important, c'est le remaniement institutionnel du Conseil des affaires d'État. Alors, ça, c'est attirer les regards du peuple chinois, bien sûr. Yves, puisque vous vivez en Chine depuis longtemps, est-ce que vous avez aussi suivi ces nouvelles sur la réforme institutionnelle ? Alors j'avoue qu'il y a des sujets qui m'intéressent plus particulièrement, notamment sur la supervision nationale. Ça, j'avoue, bon, je pense qu'on aura tout à l'heure l'opportunité d'en parler. Mais j'avoue que ça, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je pense que c'est vraiment un changement historique. Je veux dire aussi la fusion du ministère du Tourisme et de la Culture. Ça aussi, c'est une première, j'ai l'impression, dans l'histoire chinoise. Donc c'est un sujet qui m'intéresse également. Et puis un sujet qui me concerne aussi sur la supervision, entre guillemets, de l'immigration, entre autres, en Chine. Comment ça va évoluer, comment ça va se passer, ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que vous avez déjà eu pas mal de nouvelles sur ce sujet. Alors, Monsieur Wu, en fait, après la réforme, maintenant, il y a 26 ministères et commissions du Conseil des affaires d'État, dont 7 sont tout nouveaux, et aussi 8 ministères et commissions sont remplacés par les nouveaux. D'après vous, pourquoi cette année, il y a une tellement grande réforme pour les institutions gouvernementales ? Bon, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on fait la réforme. En 2013, voilà, la dernière fois même avant, de la réforme. Depuis la fondation de la Chine nouvelle, bon, on essaie toujours d'adapter la structure des institutions gouvernementales aux nouvelles exigences de chaque époque. Bon, ben, ça fait déjà un certain temps depuis la dernière réforme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Ben, vous savez, l'année dernière, on a convoqué le 19e congrès du Parti communiste chinois, qui est le parti au pouvoir. Bon, ben, au cours de ce congrès, le parti s'est fixé de nouveaux objectifs de développement économique et social. Et puis, le comité central du parti a jugé qu'aujourd'hui, les institutions gouvernementales de la Chine ne sont pas totalement adaptées à la situation actuelle. Aux nouvelles exigences. Dû à la rectification des objectifs nouveaux qui se sont fixés récemment. Du coup, il faut faire une réforme. Alors, l'idée principale de cette réforme, c'est de regrouper les compétences jusqu'aujourd'hui dispersées dans les différents ministères. C'est le cas pour beaucoup de ministères, dans une seule institution, pour que cette institution dispose de plus de pouvoir, de plus de compétences pour gérer les dossiers d'un domaine déterminé. Bon, ben, vous allez poser la question, mais est-ce qu'il y a quelques années, on n'avait pas pensé à ça? Bon, il y a quelques années, le problème se posait autrement. D'accord? La logique de l'époque, c'était de demander à un seul ministère de s'occuper à la fois de la productivité ou de performance du domaine dont il est chargé et gérer les conséquences négatives de la productivité ou de la performance. Bon,
à l'époque, c'était possible. Mais avec l'évolution du temps, avec l'ampleur du travail que chaque ministère doit assurer, on s'aperçoit que de plus en plus, il est difficile de ménager à la fois le chou et le chèvre. Alors, donc aujourd'hui, on dit, bon, il vaut mieux, dans ce cas, redéfinir les fonctions, les compétences des différents ministères, surtout regrouper les compétences qui sont dans le même domaine, à un seul ministère, qui va travailler de façon plus efficace. L'idée principale, c'est ça. Donc, pour assurer une meilleure efficacité afin d'accomplir les nouvelles tâches. Donc, il faut dire que c'est vraiment une réforme adaptée à la situation de la nouvelle ère de la Chine, c'est ça? Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez m'aider à, enlever ces deux tableaux un peu lourds, en fait? Non, c'est pas lourd. Ça va. Merci beaucoup, voilà. monsieur. Voilà, vous voyez. En fait, donc, vous voyez... nous montre... si vous voulez, je peux mettre un peu plus bas. À nos internautes... Oui, c'est ça. C'est mieux. Pour voir, en fait, ce sont les 7 nouveaux ministères et commissions du Conseil d'État, des affaires d'État. En fait, c'est le gouvernement central de la Chine. Donc, on a ministère des Ressources naturelles, ministère de l'Environnement écologique, ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Auparavant, c'est le ministère de l'Agriculture et ministère de la Culture et du Tourisme. C'est très intéressant parce que c'est la fusion entre le ministère de la Culture et l'administration nationale du tourisme. Et puis, Commission nationale de la santé, ministère des Affaires des vétérans. C'est aussi très, très intéressant parce que c'est tout nouveau, ce ministère. Et puis, ministère de la gestion des urgences. D'accord. Oui, moi, je me permets de vous interrompre directement parce que j'aurais aimé vous poser une question au nom aussi des téléspectateurs étrangers. Je vois qu'il y a une distinction du ministère des Ressources naturelles et du ministère de l'Environnement écologique. C'est quoi la différence entre les deux? Exactement. Donc, monsieur Wu, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, avant, c'était un seul ministère qui s'occupait à la fois de la performance et des conséquences négatives. Oui. D'accord? Et aujourd'hui, on voit clairement la distinction des fonctions ou des compétences entre ces deux ministères. Le ministère des Ressources naturelles, il va s'occuper uniquement de l'exploitation des ressources naturelles. Bon, mais il ne va pas s'occuper de la protection de l'environnement. C'est un autre ministère qui est un contre-pouvoir. Qui va s'occuper des conséquences négatives. Donc, il va donner des ordres, il disposera des moyens pour contrôler. Dans le domaine de la protection de l'environnement, lorsque le ministère des Ressources naturelles va permettre d'exploiter telle ou telle ressource naturelle et que le projet prévu cache l'environnement, eh bien, si c'est le même ministère qui doit gérer le dossier, il va hésiter. Est-ce que je dois agir en faveur de l'exploitation? Quelle est la plus importante pour travailler? Ce serait difficile. Par contre, lorsque vous avez deux ministères distincts, pour le ministère qui est chargé de la protection de l'environnement, donc pas d'hésitation, lorsque votre ministère essaye de gâcher l'environnement, stop. Donc c'est clair. Donc comme ça, la compétence de chaque ministère est bien clairement définie. Se concentrer sur un seul sujet, donc plus efficace. Plus efficace, parce qu'il n'y aura pas de polémique ni de dilemme à gérer. C'est plus clair. Donc le ministère professionnel chargé du développement ou de l'exploitation de tel ou tel secteur, il va tout simplement respecter les règles et les lois définies par les instances de l'État et qui sont surveillées par le ministère de la Protection de l'Environnement. Donc c'est plus efficace, à mon avis. Donc là, le ministère des Ressources naturelles va devoir rendre des comptes au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement va contrôler, c'est son travail,
premièrement, de donner des instructions en disant mais tous les ministères techniques devraient faire attention à ne pas transgresser les règles, les lois concernant la protection de l'environnement. Puis non seulement il va donner des instructions, mais il va aussi surveiller, il va regarder un peu partout, et quel que soit le ministère technique, et quand il s'agit de la protection de l'environnement, c'est le ministère de l'Environnement qui dit le dernier mot, parce que c'est lui qui est chargé. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une surveillance mutuelle entre les ministères, c'est ça? Ça dépend des dossiers. Voilà. Pour la protection de l'environnement, c'est le ministère de la protection de l'environnement qui dit le dernier mot. Ok, très bien. Donc, comme vous avez dit, en fait, la particularité de cette réforme institutionnelle, c'est une fusion des fonctions communes de différentes institutions auparavant pour se concentrer sur une seule institution et donc plus efficace. Alors, une chose très intéressante, c'est que, comme vous voyez sur le tableau, c'est la fusion du ministère de la Culture avec l'administration nationale du tourisme. C'est vraiment très intéressant. Je suis curieuse pour cette fusion. Pourquoi les deux industries, on peut dire, sont tous très importants pour le soft power de la Chine. Pourquoi maintenant ils sont ensemble? C'est pour elle qu'il va poser tout à l'heure. C'est la même question. Oui, c'est ça. Bon, je crois que pour moi, la raison est très simple. Il y a un caractère commun entre les deux, entre la culture et le tourisme. Surtout en ce qui concerne les touristes étrangers qui viennent en Chine. Parce que avant la fusion, il y a le ministère de la Culture, mais il y a en même temps une administration nationale chargée du tourisme. Cette administration nationale s'occupe des touristes, surtout des touristes étrangers qui viennent visiter la Chine. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes chinois qui vont visiter d'autres pays. Mais ce sont les autorités des autres. Les étrangers viennent aussi en Chine pour découvrir la beauté de Chine. Donc il y a deux sens. Il y a deux sens. Bien sûr. Quand il s'agit des Chinois qui visitent les autres pays, ce sont des autorités touristiques des autres pays qui s'en occupent. D'accord. Mais nous, l'administration nationale du tourisme, c'est principalement l'accueil des touristes étrangers en Chine. Mais qu'est-ce que les étrangers viennent voir en Chine? La culture. Oui, je pense que c'est une question doit être répondue par Yves. Tout dépend du facteur. En fait, un étranger qui vient sur une courte durée en Chine, évidemment, c'est pour admirer le palais d'été, tous les sites touristiques chinois, ça c'est évident. Après, si c'est sur le les choses uniques, la culture unique de la Chine ne peut pas être découverte dans d'autres pays. C'est tout à fait logique. On voit aussi que la Chine a fait de nombreux progrès en ce sens, puisque ces dernières années, la Chine est déjà dans le top 5 en termes des destinations touristiques au monde qui sont privilégiées. Donc elle a fait énormément d'efforts. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus de sites qui sont classés à l'UNESCO. Et je crois qu'au monde, la Chine doit être le deuxième pays au monde disposant de sites qui sont classés à l'UNESCO. Je crois que c'est le numéro 2 après l'Italie. De mémoire. Après l'Italie. Ouais. Donc c'est quand même une performance qui n'est pas négligeable. Comme ça, c'est raisonnable. Tout à fait. C'est-à-dire, les touristes étrangers, ils viennent, comme Yves vient de dire, ils viennent visiter le palais d'été, la cité interdite, la grande muraille, les temples. Même s'ils vont dans les régions où habitent des minorités nationales, parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois qui vont à Yunnan, parce qu'ils savent que là, ça fait partie aussi de la culture. Les us et coutumes des ethnies minoritaires font partie de la culture. Voilà. Donc, tout ça, il faut penser à une notion plus large du mot culture. Donc le tourisme, dans le sens que nous évoquons, c'est-à-dire recevoir, permettre aux touristes étrangers de connaître la Chine, il y a un sens très large pour la culture. C'est-à-dire il faut montrer la culture chinoise aux touristes étrangers qui viennent justement dans le but de mieux connaître la culture de la Chine. L'histoire, la civilisation. C'est comme le tourisme, c'est plutôt un moyen
un moyen pour découvrir la culture. La culture, c'est plutôt le noyau, le cœur de ce tourisme. Tout à fait. Donc, montrer la culture de la Chine, c'est aussi un moyen très important pour permettre une meilleure connaissance mutuelle. Lorsque les touristes étrangers viennent découvrir la culture de la Chine, ils vont mieux connaître la Chine. Y compris, non seulement l'aspect purement culturel, y compris le système politique. Ils vont dire, bon, c'est un pays qui a bien développé la culture, mais qui a aussi réussi sur le plan de développement économique, social, etc. Tout ça, ça rentre dans le sens élargi de la culture. Parce que le système politique, ça fait partie de la culture en général. D'accord ? Donc, je pense que si on inclut le tourisme dans le sens élargi de la culture, c'est principalement guidé par ce raisonnement. C'est-à-dire permettre aux amis étrangers de mieux connaître la Chine à travers la culture proprement dite, mais aussi à travers la culture au sens large. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en France, il y a un aspect un peu plus mercantile, je dirais, puisque le secrétariat délégué au tourisme, en fait, appartient au ministère du Commerce en France. Donc on voit qui est responsable aussi de tout ce qui est chambre du commerce et de l'industrie, etc. Donc on voit que l'aspect culturel, bien entendu, en France, il est complètement séparé du ministère du Commerce et du Tourisme, puisqu'ils sont liés les uns aux autres. Donc je dirais qu'en France, le tourisme, il y a un aspect un peu plus business que le soft power, comme vous venez de le décrire. Parce que là, la Chine a vraiment envie de mettre en avant sa culture, son patrimoine culturel et historique. Donc en ça, c'est une différence assez flagrante. Mais c'est vrai que le général de Gaulle avait confié la mission à André Malraux d'assurer le premier ministère de la culture en France. Et ça, c'était en 1953, de mémoire, ou 58, je ne suis plus sûr. Et à partir de ce moment-là, je me souviens qu'il y avait une enveloppe qui a été déléguée au ministère de la Culture française. Je crois en 2016, cette enveloppe était de 3 000 milliards d'euros. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est un grand business. Oui, c'est un grand business. Mais je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres pour la Chine, mais à mon avis, il y aura aussi un pourcentage important qui sera délégué à cette mise en avant de l'aspect culturel chinois. Ok, très bien. Donc, c'est vraiment raisonnable pour encourager une promotion ensemble de la culture et le tourisme ensemble à l'étranger. Très bien, très bien. Et puis on peut voir aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de similarités entre la France et la Chine, parce que regardez, les Français disposent de tout un dispositif qu'on appelle les alliances françaises, et la Chine dispose de l'Institut Confucius. Donc c'est très intéressant de voir les similarités entre les deux pays. Oui, tout à fait. La France et la Chine sont tous deux grands pays de culture et de civilisation. Historiquement. Vous savez, les Chinois aiment beaucoup la culture et la littérature française. Et en sens inverse, les Français s'intéressent beaucoup à la culture chinoise. Ça, c'est totalement vrai. Et c'est un intéressement réciproque. Donc voilà, il est tout à fait normal que la France, comme la Chine, attachent beaucoup d'importance au rayonnement de leur culture respective. Ça, je pense que c'est une bonne chose aussi pour... Oui, surtout maintenant, en fait, il y a de plus en plus des échanges culturels et des échanges entre du peuple, entre les deux pays. Tout à fait. Okay. Je pense que cette influence réciproque, elle date depuis des siècles et des siècles, parce que Napoléon Bonaparte avait lui-même en fait mis en place ce qu'on appelle les fameux les concours de la fonction publique. Et ça a été complètement inspiré de la façon de faire chinoise, avec les concours des mandarins et des choses comme ça. Napoléon Bonaparte s'était complètement inspiré du système chinois à ce moment-là. Donc c'est vrai que cette réciprocité, cette influence mutuelle, elle date depuis des siècles et des siècles. Ok, très bien. Donc, sauf ces 7 ministères et commissions du Conseil d'État, des affaires d'État, on a déposé. Il y a aussi, est-ce que... Merci beaucoup. Allons-y. Hop. Ok, très bien. Et attention pour
Oui, merci, merci. Donc voilà, on peut montrer à nos internautes, ce sont les 8 nouvelles agences et administrations sous le contrôle des ministères dans le conseil, dans le gouvernement. Oui, dans le gouvernement, en fait. Il y a Administration nationale de contrôle du marché, c'est très important pour le commerce, et Administration nationale de la radiodiffusion et de la télévision, c'est très important pour nous. Oui. Et Commission de contrôle des banques et des assurances de Chine pour la finance, Agence de coopération sur le développement international, ça m'intéresse beaucoup et on va parler après, puisque vous êtes spécialiste dans ce domaine. Et puis, Administration nationale de l'assurance maladie, Bureau national des céréales et des réserves, c'est très important pour la stratégie de la revitalisation rurale, bien sûr. Administration nationale de l'immigration, très important pour les étrangers résidant en Chine comme Yves. Et Administration nationale des forêts et des prairies. Et c'est tout. Okay. Donc, on va choisir quelques-unes agences pour discuter un peu. Et merci beaucoup. Merci. Non, mais... C'est lourd, n'est-ce pas, cette Ça va. Ok, très bien. Donc, tout d'abord, c'est un sujet que je pense que qui vous intéresse, c'est administration de l'immigration. Oui. En effet, c'est un sujet qui m'intéresse parce que jusqu'à présent, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas véritablement de catalogage, entre guillemets, national. Et ça, quelquefois, ça pouvait poser problème. Depuis cette année, je dispose désormais en fait d'une carte spéciale, un peu comme une carte d'identité, le Shenzhen chinois, qui me permet enfin, après 7 années en Chine, de pouvoir effectuer des démarches tout à fait, des démarches administratives, tout comme un Chinois. Par exemple, il y a quelques mois encore, je ne pouvais pas acheter un billet de train par Internet. C'est pas pratique. C'était absolument pas pratique. J'étais obligé de prendre mon passeport, de me rendre à la gare et de faire des démarches qui prenaient beaucoup de temps pour simplement acheter un billet de train. Or maintenant, je peux réserver, je peux prévoir mes séjours à l'avance. Il me suffit de rentrer le code de ma carte d'identité chinoise. Je dispose d'un code QR qui me permet d'effectuer toutes les démarches administratives que je le souhaite avec autant de facilité qu'un natif chinois. Donc c'est vrai que pour les étrangers, c'est un énorme pas en avant. Autre chose, en ce qui concerne les visas, pour les heureux détenteurs d'un visa de travail, nous avons la possibilité, après avoir effectué un séjour à l'étranger, lorsque l'on revient en Chine, on peut à l'avance sélectionner une file prioritaire. C'est-à-dire, je reviens en Chine, vous avez vu à chaque fois à l'aéroport, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, on est souvent obligé d'attendre, ça peut prendre 30 minutes, voire 1 heure d'attente. Lorsque vous disposez d'un visa de travail, il vous suffit simplement de pianoter sur votre ordinateur, de programmer votre retour à l'avance, de le signaler et vous pouvez bénéficier de la file d'attente prioritaire, ce qui vous permet de gagner au moins 1 heure de temps. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant ça. Et je pense que vous pouvez imaginer, après le lancement de cette administration, peut-être, c'est certainement que votre vie en Chine sera de plus en plus pratique. Et monsieur, d'après vous, pourquoi on a établi spécifiquement une administration pour les affaires de l'immigration? Bon, comme Yves vient de dire, c'est pour faciliter la vie des étrangers qui vivent en Chine. Il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Il y en a de plus en plus. Au début, peut-être, le problème ne se posait pas de façon si aiguë. Maintenant, comme le nombre ne cesse de croître, il est question de bien gérer ce flux migratoire. Je crois que c'est un problème à la fois administratif et qui touche la vie quotidienne de ces visiteurs qui vivent en Chine. Parce que, il vaut mieux
régulariser les choses en créant une administration spéciale. Mais avant, c'était le ministère de la Sécurité publique. Mais je crois que le ministère est débordé, hein, parce que le ministère de la Sécurité publique, il s'occupe de tout. Oui, bon, c'est ça. Voilà, pas seulement les étrangers, la plupart, ce sont la population chinoise. Oui, sécurité intérieure, oui, voilà, les problèmes des droits communs surtout, voilà, la sécurité. Bon, mais donc, il vaut mieux, puisque le nombre de dossiers augmente de façon considérable, il vaut mieux créer une administration spéciale, voilà, qui regroupe essentiellement la fonction initialement prévue pour le ministère de la Sécurité, mais aussi peut-être pour aussi la douane, le contrôle frontière, etc., etc. Bon, d'accord. Bon, je crois que c'est pour aussi s'adapter aux nouvelles exigences. J'espère bien que ça va rendre la vie des visiteurs étrangers en Chine plus simple, voilà, plus facile. Et surtout, puisque cette année, c'est le 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine, je pense que cet établissement a plutôt aussi un sens profond, un sens significatif pour l'ouverture de la Chine. Oui, l'ouverture, c'est toujours une politique qui est suivie, voilà, fermement par la Chine, tout comme la réforme. Voilà, donc, cette année, je crois qu'on a annoncé au cours des 2 sessions, on va encore établir une loi concernant les investissements étrangers en Chine. Voilà, il y en avait déjà plusieurs, mais là, on va regrouper, voilà, les lois existantes pour faire une loi plus globale, pour faciliter encore davantage les investissements étrangers en Chine. Tout ça, c'est dans le sens de l'ouverture. Parce que la réforme et l'ouverture, c'est vraiment ça qui ont permis à la Chine de se décoller, voilà, véritablement. Bon, avant, bien sûr, on a fait beaucoup de choses, mais avec cette politique de réforme et d'ouverture, on a vraiment accéléré le pas. Bon, on est devenu, comme vous le savez, la 2e économie du monde, mais c'est grâce à la politique de réforme et d'ouverture. Donc il n'y a aucune raison de s'arrêter. Au contraire, il faut continuer. Il faut élargir l'ouverture et approfondir la réforme. C'est ce que le Parti communiste chinois a bien dit au cours du 19e congrès. Oui. C'est ce qui a été répété, confirmé au cours des 2 sessions. Voilà, donc voilà. Donc c'est ce qu'on a constaté. Voilà, ça crée d'ailleurs beaucoup de jalousie en Europe, parce que la Chine a eu tellement d'années avec une croissance à 2 chiffres, et encore maintenant, même si la croissance n'est entre guillemets qu'à 1 chiffre pour un géant comme la Chine, ça reste, on va dire, un tour de force. Et d'ailleurs, l'ensemble des pays qui sont en voie de développement prennent la Chine comme modèle, pour s'inspirer maintenant véritablement du modèle chinois. Partager les expériences. Tout à fait. Donc ça, c'est, je trouve, la Chine peut s'enorgueillir, peut tirer quand même. Elle a rempli son pari. Le pari a été tenu jusqu'à présent, donc il n'y a aucune raison de s'arrêter là. Il faut continuer à suivre un modèle qui fonctionne. Et ça, c'est légitime. En fait, la Chine cherche toujours à la coopération internationale avec les autres pays pour établir un meilleur monde ensemble, c'est ça. Donc on dit que c'est la relation gagnant-gagnant. Puisque, monsieur, vous êtes vraiment un ancien diplomate, un spécialiste dans ce domaine, pourriez-vous nous présenter un peu pourquoi maintenant on a aussi établi une nouvelle agence, c'est l'Agence de coopération sur le développement international? Bon, alors je crois que dans la proposition de révision de réforme des institutions gouvernementales, on a bien expliqué qu'on va fusionner les fonctions du ministère du Commerce et les fonctions du ministère des Affaires étrangères dans le domaine de l'aide au développement. Parce que ça s'appelle l'Agence nationale pour la coopération internationale et de l'aide, mais en fait c'est l'aide au développement. Alors, le dossier que cette agence va traiter, c'est l'aide au développement. Bon, ça c'est très important parce que ça fait des siècles, non, ça fait des décennies que la Chine procède à ce genre de travail de l'aide au développement, mais avec des ministères
voilà, différents. Voilà, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce. Bon. Il devait y avoir beaucoup d'efforts de coordination voilà, entre les deux ministères. Là, cette fois-ci, il y avait question déjà avant voilà, de fusionner les fonctions voilà, des deux ministères, mais ça n'a pas abouti avant. Mais cette fois-ci, on a vraiment pris la décision de regrouper les compétences des deux ministères pour mieux gérer les dossiers de l'aide au développement. Parce que ce sont des dossiers très nombreux et très importants aussi. Parce que chaque année, la Chine traite un nombre important de dossiers de l'aide au développement aux différents pays partenaires, surtout des pays en développement, qui ont besoin de ce genre d'aide venue d'autres pays en développement. Bon. Déjà dans les années 50, la Chine a commencé ce genre de travail. Bon. L'année dernière, lorsque Monsieur Xi Jinping, le président de la Chine, a prononcé un discours à Genève, il a évoqué un chiffre, c'est-à-dire entre 1950 et 2016, l'année 2016, durant toute cette période, la Chine a accordé une aide au développement dont le montant total s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Soutenant plus de 5000 projets d'infrastructure. Voilà. L'exemple le plus parlant, c'est le chemin de fer Tanzanie-Zambie. Voilà, c'était lancé dans les années 60 et les travaux ont été finis dans les années 70. Un chemin de fer long de 1860 km. Bon, ce genre de dossier est nombreux. Lorsque j'étais en RDC, voilà, j'ai constaté que le palais parlementaire a été construit par la Chine sous forme de dons. Voilà. Donc l'aide au développement. Le stade à Kinshasa, qui peut recevoir 80 000 au total de spectateurs, a été aussi une œuvre de l'aide au développement, voilà, sous forme de dons. Et lorsque j'étais là, je me suis occupé des dossiers de l'aide au développement. J'ai assisté à l'inauguration d'un hôpital ultramoderne, avec tous les équipements médicaux nécessaires. J'ai profité moi-même pour faire une échographie d'ailleurs, parce qu'un jour on m'a dit que j'avais peut-être un petit problème au niveau de foie. Et puis je me suis dit, bon, ben, autant profiter de ces équipements pour voilà, me faire examiner. Bon. J'ai assisté aussi à l'inauguration des écoles. Voilà. Donc il y a beaucoup de dossiers qui rentrent dans la compétence du ministère du Commerce et du ministère des Affaires étrangères pour l'aide au développement. Bon. Et c'est vrai que voilà, finalement, on s'est aperçu qu'il vaut mieux voilà, regrouper les compétences. Je crois que ça va rendre le travail de l'aide au développement plus efficace. Et surtout aujourd'hui, avec le lancement de l'initiative de coopération ceinture et route, d'ailleurs cette année, il y aura un sommet Chine-Afrique. Cette année, ce sera le troisième sommet Chine-Afrique. Le thème principal, ce sera la coopération ceinture et route. Oui. Bon, l'aide au développement est toujours l'un des volets importants et indispensables. La Chine, voilà. Alors, après l'établissement de cette agence, quelles seront les fonctions de cette agence? C'est plutôt rédiger les plans, les projets de l'aide à l'étranger ou bien le lancement de ces projets à l'étranger? D'abord, l'élaboration du plan à réaliser et puis l'exécution du plan. Bon, alors l'élaboration, à mon avis, ce sera fait, voilà, au niveau de cette nouvelle agence, d'accord. L'exécution, ce sera toujours principalement le ministère du Commerce en coopération avec le ministère des Affaires étrangères, surtout avec les ambassades, qui sont les antennes du ministère des Affaires, voilà, sur place. Bon, mais ce qui est important, c'est justement le choix, c'est l'élaboration du plan. Chaque année, la gestion. La gestion, chaque année, on détermine
une portefeuille, voilà, en disant, bon, cette année, voilà, bon, on a grosso modo un montant tel ou tel pour destiné à l'aide au développement. Bon, et puis, ben, il est question de choisir les projets à réaliser. Et ben, c'est là qu'il y a un problème de coordination. Parce que le ministère du Commerce peut avoir des avis différents voilà, de ceux du ministère des Affaires étrangères. Parce que ben, chacun travaille dans un domaine différent. Bon, mais si on a maintenant une seule institution qui décide, ben, ça va faciliter la décision. On va dire, bon, ben, pour tel ou tel pays partenaire, ben, on va choisir tel ou tel projet qui répondrait le mieux aux exigences, aux besoins de ce pays. Bon, ben, on détermine le choix, et puis l'exécution, je crois que ce sera toujours par le canal initial qui est efficace. Bon, parce que j'ai l'expérience moi-même lorsque je travaille en Afrique. Oui. Je pense qu'après l'explication très claire de M. Wu, vous connaissez plus sur cette réforme institutionnelle, n'est-ce pas? Le sujet est désormais un peu plus clair, mais c'est vrai que c'est toujours assez complexe, je pense, même pour nos téléspectateurs. Oui, donc c'est très intéressant d'avoir des détails comme ça de la part de monsieur. Donc merci beaucoup. Parce que vraiment, même si la réforme c'est au niveau national, mais il y a vraiment une influence, un lien avec tout le monde, surtout le peuple chinois. Parce que c'est vraiment, ça va influencer notre vie, notre mode de vie, notre futur. C'est ça. Donc, sauf cette réforme institutionnelle, on a aussi une autre réforme très importante, lancée pendant les 2 sessions de cette année, c'est la réforme de supervision. On vient d'établir un nouveau établissement, un nouveau organe d'État, c'est la Commission nationale de supervision. Monsieur Wu, pourriez-vous nous présenter un peu c'est quoi cette nouvelle Commission nationale de supervision? Jamais entendu parler auparavant. Bon, en fait, c'est une nouvelle commission qui a été créée de façon voilà, très officielle, parce que c'est d'abord le Parti communiste chinois qui a pris la décision de proposer voilà, la création d'une telle commission. Ensuite, c'est voilà, l'Assemblée populaire nationale qui discute, qui voilà, donne son avis. Et puis, bon, ben, c'est une loi, c'est un projet de loi qui a été proposé pour accompagner la création voilà, de cette commission de supervision. Tout ça dans un seul but, la lutte contre la corruption. Bon, la lutte contre la corruption. Un sujet très important pour tout le monde, pour tous les pays du monde. Très important. Et pourquoi le PCC a proposé la création d'une telle commission de supervision? Parce que le PCC est pleinement conscient que le phénomène de corruption, c'est le phénomène le plus détesté par la population. Vraiment. C'est le phénomène, la corruption constitue la plus grande menace pour le PCC. Tout ça a été dit dans le rapport du 19e congrès du PCC. D'accord? Bon. Du coup, il faut renforcer cette lutte. Le but, c'est de remporter une victoire écrasante contre la corruption. Bon. Ce n'est pas, la corruption, ce n'est pas un privilège de la Chine. C'est un phénomène universel, malheureusement, partout. Mais je pense que la Chine, c'est l'un des pays qui mène cette lutte contre la corruption de la façon la plus efficace. Surtout depuis ces derniers 6 ans, après le 18e congrès national du PCC. Tout à fait. Et justement, moi, je m'excuse de vous interrompre. Oui, allez-y. J'aurais voulu savoir, alors cet organisme de supervision nationale, de quel type d'armes dispose-t-il? A-t-il la crédibilité? Est-ce que c'est véritablement un contre-pouvoir, un contrôle garanti pour justement observer et essayer de mettre en garde l'ensemble des politiques qui seraient tentés par la corruption? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects qui peuvent voilà,
expliquer les moyens dont disposerait cette nouvelle commission de supervision. Premièrement, c'est son statut. Cette commission est totalement indépendante du gouvernement. Au même niveau du Conseil d'État. Tout à fait. Le Conseil des affaires d'État, c'est le gouvernement. Bon, oui. Il ne faut pas confondre le Conseil d'État de la France, parce que là, c'est la justice. Oui. C'est la justice. Mais ici, si on dit le Conseil des affaires d'État, c'est le gouvernement. D'accord? Donc, au niveau de l'État, il y a 5 institutions indépendantes, les unes des autres. La commission militaire centrale. Oui. Et ensuite, la commission de supervision nouvellement créée. Ensuite, le gouvernement, qui s'appelle le Conseil des affaires d'État. Oui. Et ensuite, la Cour suprême. Ensuite, le parquet suprême. Vous voyez donc, ce sont des institutions indépendantes. Donc, la commission de supervision peut exercer le contrôle, la surveillance sur tout le monde. Pas d'immunité en Chine. Pas d'immunité, pas d'immunité. Donc vraiment, on peut voir la considération importante pour la lutte contre la corruption en Chine. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, j'aimerais bien préciser que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence avec la création. C'est pas soudainement. Ce n'est pas soudainement. Bien sûr, c'est un nouveau départ avec des moyens plus puissants, avec une loi relative au travail de supervision, avec cette création nouvelle de la Commission nationale de supervision, mais la lutte contre la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous avons toujours une commission disciplinaire très puissante au sein du PCC. Nous avons d'autres moyens. Dans le gouvernement, par exemple, il y a le bureau d'inspection. À tous les échelons. Le ministère de supervision. Oui, bien sûr. Ont été remplacés par la Commission nationale. Ça s'appelle, oui, supervision ou d'inspection. Bon, c'est la même chose, mais qui est sur le plan administratif du gouvernement. Bon, il y a aussi, bien sûr, la Cour de justice, le parquet, la police, l'Assemblée populaire, qui exerce un rôle de supervision aussi, et puis la CCPPC, qui a l'une des 3 tâches, c'est de supervision démocratique. Ça veut dire qu'auparavant, pour chaque organe d'État, ils possèdent leur propre organe, institution de supervision eux-mêmes. Mais maintenant, c'est se réunir ensemble pour une institution d'État au niveau national pour contrôler tout. C'est vrai, avant, il y avait de multiples canaux d'exercer ce contrôle sur les activités de l'État. Bon. Avec un recoupement du pouvoir et des compétences au sein de cette nouvelle commission de supervision, on pourrait lutter de façon plus efficace. Par exemple, avant, la commission disciplinaire du PCC, qui est très puissant et qui existe toujours, s'occupait principalement des cadres du PCC. Mais vous savez bien qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément membres du PCC, mais qui travaillent quand même dans des institutions gouvernementales, comme des fonctionnaires de haut rang. Il y a eu des ministres qui ne sont pas membres du PCC. Bon. Là, cette nouvelle commission de supervision va viser tout le monde, quel que soit leur statut. Oui, c'est ça. C'est ce que je veux bien demander. Quel que soit leur statut. Ça, je m'excuse de vous interrompre, mais je trouve ça extrêmement intéressant, parce que je ne sais pas si au monde, il y a d'autres pays qui disposent du même genre de commission de supervision nationale. À ma connaissance, non. En France, il n'y a pas. Voilà. Alors en France, il n'y a pas de commission de supervision nationale. Seuls des groupes parlementaires peuvent mettre en place des enquêtes de lutte anticorruption. Et il y a aussi des ONG, comme il y a une ONG extrêmement connue qui s'appelle International Transparency, qui existe depuis une 40aine d'années, qui a été implantée en Allemagne. Et cette association, en fait, dans les années 2010-2011,
a révélé que la France était uniquement classée 23e au monde sur un classement de 176 pays. Le premier pays de mémoire, c'était le Danemark. Et vous avez pu le constater vous-même hein, au cours des élections présidentielles qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps en France. 2 candidats à l'élection présidentielle français ont été eux-mêmes victimes de corruption, tentés par la corruption. Regarde, je vais citer simplement M. François Fillon, qui avait toutes les chances d'aboutir au poste tant voulu, tant convoité de président, et à cause d'affaires de corruption, il avait mis sa femme au poste d'attaché parlementaire, et du coup, ça lui a fait perdre énormément de points dans les sondages. Je pense à Marine Le Pen, la même chose. Elle a eu beaucoup de comptes à rendre en termes de corruption. Donc en France, le problème, c'est que pour le moment, la France ne dispose pas de ce genre d'organisme. Et je crois que ça peut être l'occasion pour les Français de s'inspirer de cette commission-là. Ça peut être une très bonne idée de s'inspirer de ce qu'est en train de faire la Chine. Donc, pour cette commission nationale de supervision, vous avez dit que c'est pour superviser tous les fonctionnaires, peu importe c'est parti les fonctionnaires, de PCC ou bien tous les fonctionnaires, qu'ils soient membres du parti ou non, mais aussi tous ceux qui travaillent dans les instances publiques. Oui. Par exemple, dans les établissements publics. Chez nous, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises publiques. Voilà. Bon, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais un chef d'entreprise publique peut très bien être corrompu. Dans ce cas, eh bien, cette commission peut mettre la main directement sur ces gens-là. Donc, même s'ils ne sont pas vraiment fonctionnaires. Bon, mais tant qu'ils travaillent pour l'État, ils ont la responsabilité de respecter les intérêts publics. Et ils ont l'obligation de ne pas chercher leur propre intérêt au détriment des intérêts publics. D'accord? Bon, donc ça couvre tout. Ça couvre tout le monde, ça couvre tout. Et je pense que certainement il y aura une meilleure efficacité dans la lutte contre la corruption. Mais ceci étant, il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, on a fait du travail remarquable dans la lutte contre la corruption. Récemment, au cours des 2 sessions, le ministre de la Justice a bien dit 101 cadres de haut rang égales ou supérieurs au niveau du vice-ministre ont été condamnés pour des cas de corruption pendant 5 ans. Voilà. Bon, en plus, il y a eu au total plus de 280 cadres de haut rang du parti. Voilà. Toujours au rang égal ou supérieur des vice-ministres qui ont fait l'objet d'enquêtes. Bon, 101 parmi eux ont été condamnés, mais les autres ne sont pas tranquilles aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont toujours, oui, exactement. Ils sont toujours en examen, soit disciplinaire, soit déjà pénal. Parce que lorsque les faits de corruption sont vérifiés, la commission disciplinaire du parti transfère les dossiers à la Cour de justice. Et à ce moment-là, au bout des procédures juridiques, les coupables sont condamnés. Donc, vous voyez, c'est une lutte sans merci. Quel que soit leur rang, les cadres du parti devraient réfléchir. On est là pour servir les intérêts publics. Même si seulement un petit fonctionnaire rural, il faut faire attention. Il faut faire attention, parce que j'ai cité l'exemple des cadres haut placés, parce que c'est plus sensationnel, mais il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de cadres du parti de base, plus d'1 million, plus d'1 million au cours de 5 ans, plus d'1 million de cadres ont été l'objet de l'enquête de la commission disciplinaire, de tous les niveaux. Hein. Il y a des niveaux, il y a l'échelon national, mais il y a l'échelon inférieur. Bon, vous voyez, c'est une lutte sans merci contre tous ceux qui sont corrompus.
Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que le parti est pleinement conscient. Il va de la vie du parti, parce que c'est la plus grande menace pour le parti, voilà, la population. Si on ne fait pas la lutte contre la corruption, ben, la légitimité du parti au pouvoir, qui est le seul parti au pouvoir, serait remise en cause. D'accord, c'est très clair. Bon. Donc voilà. Et ça c'est mondial, parce que je me souviens aussi d'un sondage qui avait été publié par la Sofres en 2011 qui disait que 72% des Français estiment que les politiciens français sont corrompus. Donc là, vous voyez que ce soit en Chine ou en France, on sent que c'est un sujet très sensible et que la corruption est la gangrène, le cancer de l'État. Ça veut dire que le peuple inquiète beaucoup. C'est vrai que ça inquiète énormément le peuple. Et ça le rend furax, ça le rend extrêmement irascible. Et si on veut avoir des citoyens qui soient en état de confiance, il faut absolument les rassurer et leur donner c'est ça. Tout d'abord, c'est pour sauvegarder l'intérêt du peuple. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi pour la stabilité du pays. Bien sûr. Tout à fait. Et surtout pour l'idéologie du Parti communiste chinois. La vocation du PCC, c'est bien clairement défini dans le statut. Servir le peuple. D'ailleurs, il est clairement dit dans le statut du parti que le parti n'a pas ses propres intérêts. Donc tous ceux qui veulent adhérer au parti devraient savoir, avant d'entrer dans le parti, qu'il n'a pas ses intérêts propres à chercher en adhérant au parti. Au contraire, il faut travailler davantage en tant qu'un membre du parti. Voilà. Bon, c'est une idéologie, à mon avis, noble. Voilà, parce que bon, c'est bon. Oui. C'est un parti qui compte plus de 80 millions de membres en Chine. Bien sûr, la population chinoise est nombreuse, mais c'est quand même un chiffre important. Ok. Bon. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au cours des défilés militaires, on voit toujours le président chinois qui va dire « Oui, je ne m'en fous ». Ça veut bien dire « au service du peuple ». Exactement. Puisque nous avons dit que c'est le président chinois Xi Jinping. En fait, comment comment se servir au peuple chinois. En fait, durant ces 2 sessions de cette année, il a participé aux discussions avec les groupes des délégués de l'APN et la CCBBC. Et durant ces discussions, en fait, il a souligné pas mal de points importants pour le futur chemin de la réforme. Par exemple, l'innovation est la première force motrice du développement. C'est intéressant. M. Xi Jinping a souligné que le développement est la première mission importante. Le talent est la première ressource. L'innovation est la première force motrice. C'est lorsqu'il se joint aux discussions avec la délégation de la province du Guangdong à Shenzhen. C'est en fait, comme vous voyez, c'est une ville très importante pour la réforme et l'ouverture. C'est la Silicon Valley Et on chinoise. a déjà obtenu de bons résultats grâce à l'innovation, grâce au développement. C'est ça. Donc, que pensez-vous de cette phrase? L'innovation est la première force motrice du développement. Vous savez, ça fait des années que le monde a beaucoup de difficultés de sortir de la morosité économique. Après l'éclatement de la crise financière de 2008, on commence à se redresser un petit peu, mais c'est toujours de façon très faible. Bon, alors la solution, logiquement, c'est l'innovation. Bon, d'abord, au niveau de l'économie virtuelle ou réelle, là, c'est déjà un débat. Bon, tout le monde, surtout la Chine, a bien compris qu'il ne faut pas se laisser séduire par les spéculations financières. Bon, on essaye de dire il faut prévoir le risque financier. Bon, on fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, la réforme des institutions gouvernementales contient cet aspect des choses-là, c'est-à-dire lutte contre l'éventuel risque financier. Bon, à part ça, lorsque vous attachez l'importance à l'économie réelle, à l'industrie, il faut savoir, si vous persistez toujours dans les secteurs conventionnels, s'il n'y a pas d'innovation, vous ne pouvez pas
aller plus loin. Oui. Aujourd'hui, la Chine est le plus grand producteur de pas mal de produits industriels dans le monde, y compris les machines-outils, y compris les installations des centrales électriques. Si on continue à mettre l'accent sur la productivité de ces secteurs classiques, il y aura certainement des difficultés à écouler ces produits. Bon. Il faut trouver autre moyen, c'est par l'innovation, voilà, en faisant autre chose. Alors, le Premier ministre Li Keqiang a proposé pour le nouvel an, c'est-à-dire pour l'année en cours, à propos du développement industriel, plusieurs priorités. Circuits intégrés, je crois que les circuits intégrés de haute technologie, hein, les petites puces, les moteurs pour les avions long courrier, mais aussi d'autres activités nouvelles, d'autres formes économiques nouvelles. Voilà, l'économie partagée, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis ça se développe rapidement. Et puis le commerce électronique, ça se développe énormément. Maintenant, les gens ne vont plus dans les magasins. On tape sur l'ordinateur. Je pense que même Yves, maintenant... Je suis devenu un fervent utilisateur de Jingtong, Taobao, en effet. Donc, en fait, auparavant, je pense qu'en France ou bien dans d'autres pays, on parle beaucoup des produits fabriqués en Chine, mais de temps en temps, maintenant, on parle de plus en plus inventés en Chine, oui, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quelles sont les innovations que vous avez ressenties en Chine? Je crois qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On peut voir que la Chine est passée en une dizaine d'années du 50e pays en termes d'innovation au rang à la 3e position. La Chine a déjà pris la place de l'Allemagne en termes d'innovation. Le premier pays au monde, c'est encore les États-Unis depuis 2004, mais en baisse depuis 2014. Les Japonais sont encore à la 2e position. Pour combien de temps? À mon avis, ça ne va pas durer longtemps. Et les Chinois sont à la 3e position. En termes d'innovation, moi, en tant qu'Européen, ce qui m'a vraiment fortement marqué, c'est justement ce que vous venez de dire, le paiement mobile, tout simplement. Via WeChat, je peux maintenant me rendre dans n'importe quel magasin en Chine. Je présente mon téléphone portable, un code barre, une application, clac, c'est payé. Ça évite la perte de temps à la caisse, faire la queue. Ça m'évite de perdre mon portefeuille dans la rue. À tel point que la dernière fois que je suis retourné à Paris, je me suis retrouvé démuni car je n'avais pas pris mon portefeuille. Et je me dis, oh mais c'est bon, j'ai WeChat. Et j'arrive pour payer, je fais... Mais vous pouvez choisir les magasins comme Paris Printemps et Galeries Lafayette maintenant. Ils ont déjà installé par le paiement WeChat. Ok, en effet. Mais pour, par exemple, simplement payer son café ou d'autres petites courses, ça, je ne peux pas utiliser. Donc, en ça, je trouve que les Chinois ont fait preuve d'une innovation incroyable. C'est révolutionnaire. Autre chose, et qui est liée non seulement à l'économie, à l'innovation, mais aussi à l'écologie, tout simplement... l'implantation de moteurs électriques. On peut voir en Chine que de plus en plus de véhicules sont dotés de moteurs électriques. Et en France, par exemple, peu de villes, mais vraiment, il y a beaucoup de retard en France sur ça, peu de villes sont équipées de bornes de recharge électrique, alors que dans une ville comme Beijing, il y en a presque partout maintenant. Si vous disposez d'une voiture électrique, vous pouvez en 1 heure recharger votre véhicule. Et ça se développe de plus en plus et c'est fortement encouragé par le gouvernement chinois. Et je trouve que c'est une avancée fantastique. Et la France, pour le moment, mais il semblerait que le gouvernement Macron se soit enfin décidé à rattraper un peu le retard. C'est une très bonne chose. Mais pour le moment, les Français sont un peu en retard à ce niveau-là. Donc, et on voit cette photo-là également en dit long. Regardez maintenant le gaotier chinois, les trains à grande vitesse en Chine n'ont plus rien à envier au TGV, train à grande vitesse français. Ça devient déjà une carte pour la Chine en face du monde entier. Tout à fait. En fait, l'innovation, c'est une stratégie très importante pour le pays, mais une autre stratégie aussi très importante, même
je pense que plus important dans nos jours, c'est la stratégie de la revitalisation rurale. Parce que, comme vous savez, il y a non seulement les grands pays en Chine, mais il y a beaucoup de campagnes. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les campagnes, qui ont besoin de cette stratégie. Comme M. Xi Jinping a dit, la qualité d'une société modérément prospère et de la modernisation socialiste est déterminée par la compétitivité agricole, l'environnement rural et par les revenus des habitants ruraux. Que pensez-vous de cette phrase? J'adhère entièrement à l'idée du président Xi Jinping concernant le développement rural et la lutte contre la pauvreté. Il a passé 7 ans à la campagne. Il comprend parfaitement la nécessité du développement rural. Moi-même, j'ai passé 5 ans, 2 ans moins que lui. Bon, ben, je comprends aussi totalement cette nécessité de développement rural en Chine. Si on dit toujours que la Chine reste un pays en développement, ce n'est pas par la modestie. Oui. Il existe un très grand écart de développement, déjà sur le plan intérieur, entre les zones rurales et les villes. Et si on compare le niveau de développement de la campagne en Chine avec celui des pays développés, comme la France par exemple, oui, la campagne chinoise et la campagne française, un écart énorme. Un écart énorme. Donc ce n'est pas par la modestie qu'on dit que la Chine reste un pays en développement. Du coup, voilà, la nécessité de promouvoir le développement rural avec en priorité la lutte contre la pauvreté, parce que la lutte contre la pauvreté, c'est principalement en campagne, surtout dans des régions rurales reculées. Et on a un but d'éliminer la pauvreté avant en 2020. 2020, il faut qu'il n'y ait plus aucun Chinois qui vivrait encore en dessous du seuil de pauvreté. Alors, ce n'est pas un objectif vague, c'est très précis. Voilà, il y a des critères bien précis. Et d'ailleurs, d'après le rapport du 19e congrès du parti, il faut que cette lutte contre la pauvreté soit à l'épreuve du temps. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, voilà, dans 3 ans que, voilà, ce n'est pas la parole. Ce sont les actions. À l'épreuve du temps. Oui. Confirmée par la population elle-même. D'accord? Donc, il y a du travail énorme à accomplir d'ici 2 ans. Bon, ben, il faut préciser bien qu'à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aura plus aucun écart entre la ville et la campagne? Il y aura toujours un écart. C'est-à-dire, déjà, pour la première étape, on permettrait à cette catégorie de population, qui est aujourd'hui encore au nombre de 30 millions, de sortir de l'état de pauvreté absolue. C'est-à-dire à peu près $1,50 par jour. Voilà, à peu près comme ça. Bon. Mais à ce moment-là, bon, ben, on pourrait procéder à une deuxième étape, c'est-à-dire mieux développer la campagne pour réduire les écarts de développement entre les zones rurales et la ville. Bon, déjà avec l'urbanisation, il y a beaucoup de populations rurales qui commencent à s'installer en ville. Aujourd'hui, le taux d'urbanisation dépasse déjà 58%, alors qu'en 1978, c'était simplement 17,8%. Vous voyez? Mais cela ne suffit pas. Bon, d'un côté, il y a des gens qui vont s'installer en ville. Bon, il faut s'occuper d'eux. Voilà, il faut trouver des solutions pour l'éducation de leurs enfants, oui, il faut trouver des logements, il faut assurer leur emploi. Mais en même temps, pour ceux qui restent dans la campagne, il ne faut pas qu'ils soient laissés pour compte. Voilà. Donc il faut développer davantage les zones rurales avec la modernisation de l'agriculture, avec une meilleure productivité agricole, avec peu de main-d'œuvre, comme ce qui se passe dans des pays développés, comme en France. Voilà. Très peu de population rurale, mais qui assurent
suffisamment de production agricole pour l'ensemble de la population et même pour exporter. D'accord? C'est ça le but. Bon, il faut avoir aussi l'aménagement du territoire rural, c'est-à-dire voilà, la construction des infrastructures. C'est vrai qu'aujourd'hui, les infrastructures dans la campagne, c'est déjà considérablement amélioré par rapport à l'époque où j'étais à la campagne, où le président Xi lui-même était à la campagne. Ça s'est déjà beaucoup amélioré. Mais par rapport aux villes, au niveau de vie des citadins, le niveau de vie des ruraux reste, voilà, surtout dans les villes rurales du centre et de l'ouest de la Chine, reste encore très inférieur. Voilà, c'est ça l'importance de développement rural ou de revitalisation des zones rurales. J'adore cette idée. Voilà, parce que je sais que si la Chine n'arrive pas à résoudre le problème de développement rural, on ne peut pas prétendre qu'on arrive déjà à se considérer comme un pays moderne, prospère, voilà, fort. J'ai encore le temps de poser une question ou pas? Allez-y. Comme vous voulez, parce qu'on a très peu de temps, parce qu'après, allez-y. Vous avez encore... Genre, je me dépêche. Alors, justement, dans le cadre de cette stratégie de revitalisation rurale, j'aimerais savoir, est-ce que la méthode pour bénéficier véritablement de quelque chose sur le long terme, le fait de pouvoir renforcer l'éducation dans les zones rurales, est-ce que ça fait partie de cette stratégie-là ou pas? Tout à fait. Hein. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, je suis retourné dans le village où j'ai passé 5 ans. Alors, à l'approche du village, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une école primaire nouvellement construite, tout à fait au standard d'une école moderne en ville. Mais ça m'a beaucoup plu. Ça fait vraiment le bonheur aux enfants des paysans. L'État investit énormément dans l'éducation. Parce que l'éducation est la base de développement et aussi on a dit le talent est la première ressource. C'est ce qu'on a dit. Bien sûr. C'est lié ensemble. Tout à fait. La base d'un développement solide sur le long terme, à mon avis. Tout à fait. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre explication et vos idées, vos points de vue, en fait, puisque nous n'avons pas assez de temps, parce que Yves, vous avez une autre mission après. Oui. Donc, mais je pense que vous avez encore pas mal de choses à partager avec nos internautes. J'espère qu'au futur, on peut se réunir ensemble comme aujourd'hui pour une autre ou bien plus d'autres émissions spéciales à montrer la Chine réelle, la situation actuelle de la Chine à nos internautes. Tout à fait, avec un bon café comme ça. Très bien. Ok, donc je vous remercie. En tout cas, la réforme de la Chine est toujours en route et le développement de la Chine ne cesse jamais. Tout à fait. Ok, tout à fait. donc très bien et je vous remercie encore une fois à vous deux. Donc je vous remercie aussi de nous suivre, mes chers internautes, pour nous suivre sur Facebook et Weibo et on espère que vous allez avoir une très bonne journée. Au revoir.